Bonjour. Nos sociétés occidentales postmodernes sont censées être imprégnées de l'idéologie libérale au sens noble. L'être humain, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, se réalise par le profit tiré de son initiative, ainsi que par la libre circulation des biens, des personnes et des idées. Alors que même des sociétés peu démocratiques souscrivent clairement à la libre circulation des biens et modérément à la libre circulation des personnes, la libre circulation des idées, la liberté d'opinion et de parole se heurte partout à certaines limitations. Dans un État autoritaire, les limitations sont formalisées. Tout propos critiquant directement le régime en place, le présentant comme un opposant à l'objet-valeur du bien commun ou refusant de dépeindre le dirigeant comme un héros ou comme une force bénéfique, pourrait valoir de sérieux ennuis à son auteur. Celui-ci pourrait au minimum subir la censure directe de l'interdit de publication, pour cause de propos irrecevables pour l'État et pour l'ordre public. Si l'œuvre et son auteur contreviennent aux valeurs affichées par le régime ou par son guide suprême, la non-acceptabilité pourrait se traduire par l'emprisonnement, par le bannissement, voire par l'exécution de l'auteur, opposant et traître au régime. Dans les pays démocratiques, on ne se préoccupera officiellement que de la recevabilité du propos pour la population visée par le message. La classification des films, les avis aux téléspectateurs et aux parents de jeunes enfants au début de certains épisodes de séries télévisées sont des exemples d'une censure généralement considérée légitime dans un pays démocratique. Une commission des droits de la personne ou des tribunaux interviendront à l'occasion pour se pencher sur l'acceptabilité ou non de certaines œuvres, pièces de théâtre, spectacles ou numéros d'humoristes, au vu des droits, dont ceux à la réputation ou à la dignité de l'auditoire des personnes décrites ou représentées. Par ailleurs, l'usage plus généralisé des médias sociaux fait apparaître, à coups de gazouillis, posts ou tweets ravageurs, une nouvelle censure des comportements ou des idées critiques. L'autre, celui qui ne pense pas ou n'agit pas comme nous, héros central de notre existence, n'est pas un opposant, mais un traître, à l'égard duquel toutes les injures et même les menaces sont permises. Comme le schéma général d'une communication tend à être bidirectionnel, les répliques se situent souvent au même niveau. Ce n'est pas moi le traître, c'est toi. Ce qui me semble dangereux lorsque l'autre est un traître, c'est que l'on ne cherche plus à convaincre, on cherche à éliminer par l'écœurement, par le dénigrement, par l'intimidation, par la menace. Et cela risque de ravaler toute démocratie au rang des États autoritaires, voire totalitaires. Cela dit, parlons d'un héros, vous. Vous constatez que quelque chose ne va pas, dans la société, dans votre milieu de travail, ou pire, chez l'une ou l'autre de vos proches. Vous vous sentez l'obligation de dire quelque chose, de dénoncer une situation, de critiquer un comportement contraire à votre conception de l'éthique, de faire la morale à une personne qui vous semble s'exprimer ou se conduire de façon nuisible, trahissant le bon goût, l'équilibre, les bonnes mœurs, le guide alimentaire, l'esprit d'équipe. Bienvenue dans le club de Caton le censeur. Ce sympathique personnage a vécu entre 235 et 649 avant notre ère et s'est distingué au plan militaire, oratoire et politique. Rigoureux administrateur public, il surveillait toute situation potentiellement corruptrice et défendait les valeurs sociales et familiales romaines traditionnelles, ce qui était naturel dans ses fonctions de questeur, enquêteur, et de censeur désigné par le peuple de Rome. Pourquoi se livrait-il à la censure? Parce qu'on lui en avait donné le mandat. Pourquoi s'y livrait-il avec autant d'acharnement? Dans le but de préserver le bien commun et la qualité des institutions romaines, en grande partie, et aussi, en petite partie, pour dénoncer son rival Scipion l'Africain, à qui il reprochait son manque de probité et de ne pas avoir fini son travail, détruire Carthage. Delenda est Carthago, Carthage est à détruire, était la phrase qui clôturait la plupart des discours de la fin de la vie publique de Caton. L'histoire a donné cruellement raison à Caton,
Carthage était la rivale de la République romaine, et Rome et ses armées ont fini, pour vaincre cet empire rival, par assiéger et par détruire Carthage. Mais vous, pourquoi et pourquoi vous livrez-vous à la censure? Si vous tenez une chronique dans un média officiel, si vous êtes commissaire à l'éthique, si vous êtes porte-parole d'un parti d'opposition, vous avez reçu un mandat officiel ou professionnel qui vous permet de répondre au pourquoi. Votre fonction est difficile, mais nécessaire, et je vous souhaite de l'exercer avec le plus de sérénité possible. Cependant, si vous n'avez pas reçu de mandat direct d'exercer une censure légale et légitime, la cause, l'aiguillon de votre activité de censure, vient de votre environnement ou de votre histoire personnelle. Vous êtes le mandataire désigné de vos parents et ceux-ci vous semblent perdre leurs moyens? Vous ont-ils aussi donné le mandat de les critiquer et de les dénoncer? Vous êtes le frère ou la sœur aînée et le plus jeune semble glisser vers la marginalité? Vous a-t-il donné pour autant le mandat de le juger et de rectifier sa conduite? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, votre rôle est difficile et je vous encourage sincèrement à l'exercer avec le plus de compassion et d'empathie qu'il est possible. Que vous en ayez reçu le mandat ou non, vous agissez tout de même. Demandez-vous dans quel but. Quel Carthage voulez-vous voir détruite? Êtes-vous cet éditorialiste ou ce chroniqueur s'en prenant toujours à telle personnalité politique ou à telle caractéristique de la société? Êtes-vous motivé par la quête du bien commun ou par le règlement d'une vieille querelle? Ou plus tristement par la jalousie? Pensons seulement à certaines critiques systématiques des femmes de pouvoir. Toutes ces femmes sont-elles insuffisamment compétentes ou bien suscitent-elles l'envie parce qu'elles semblent avoir plus de pouvoir que celles et ceux qui les censurent? Êtes-vous cet employé qui trouve toujours à redire sur ses collègues ou sur son employeur? Si oui, êtes-vous toujours motivé par la quête de la vérité, de l'intégrité et du respect de la mission profonde de l'entreprise ou de l'institution? En auriez-vous, par hasard, au fait qu'on ne vous reconnaisse pas suffisamment, qu'on ne vous ait pas à faire de promotion, ou que votre rival, évidemment incompétent ou désespérément dépassé, ne parte pas assez vite? L'expérience de chacun et chacune vaut ce qu'elle vaut. Surtout la mienne, je dois bien l'admettre. Mais quand une situation ou une personne m'agace au point de m'inciter à la censure, je me demande qu'est-ce que je n'ai pas réglé dans ma vie? Un échec? L'acceptation de mes propres limites? J'en viens souvent à la conclusion que la Carthage que je voudrais tant détruire est au fond de moi. Curieusement, cela me conduit à plus d'indulgence envers autrui. Le dépit, la colère sont de terribles poisons. Et si nous avons les dents dures et longues, prêtes à mordre, cela peut faire beaucoup de dégâts chez l'autre. Mais comme cet autre nous renvoie à nous-mêmes, à nos échecs, à nos failles, nous risquons fort de nous mordre et de nous empoisonner nous-mêmes. Nous pouvons être à la fois le héros et le traître de notre propre existence. Déplaçons-nous maintenant vers l'autre extrémité de la situation de communication. Vous avez l'impression de vous être exprimé ou d'avoir agi en toute bonne foi. Malgré cela, une erreur grave a été commise. Un malentendu s'est produit et vous êtes la personne pointée du doigt. Vous avez contrevenu aux ordres du patron, aux attentes de votre équipe. Vous avez trahi. On vous qualifie de traître. Ce qui peut entraîner une réprimande ou une mesure disciplinaire, ou le fait que vos collègues vous ignorent ou décident de ne plus vous parler. On vient de vous censurer, de vous mettre au banc ou sur le banc de l'équipe, de vous expulser du caucus si vous êtes député ou ministre, de vous suspendre, de vous menacer de congédiement. Que pouvez-vous y faire? Le rôle de traître est particulièrement difficile à quitter pour celui à qui on l'a attribué. Celui qui est dans cette posture devra plus souvent qu'autrement changer de milieu, d'emploi, poursuivre le récit de sa vie, dont il est le héros déchu, et exercer un nouveau rôle, celui d'allié dans la vie des nouvelles personnes qui l'entoureront. Exemple en apparence extrême, mais pas tant que cela. Les personnes voulant surmonter une dépendance ou ayant
été condamnés pour un crime doivent souvent, pour se réhabiliter, modifier non seulement leurs habitudes, mais aussi une bonne partie de leur entourage. À l'égard des personnes victimes de leur dépendance ou de leurs crimes, qu'elles ont en quelque sorte trahis, elles peuvent entreprendre de faire amende honorable, de demander pardon, de participer à une démarche de justice réparatrice. Le résultat n'est pas assuré. À cet égard, je vous inviterai à repenser à toutes les situations où vous vous êtes senti trahi. Le traître s'est-il avec le temps transformé en simple opposant, ou mieux en allié? Un certain menuisier de Galilée invitait les personnes à qui il prêchait à aimer leurs ennemis, à bénir ceux qui les haïssaient. Vous sentez-vous cette grandeur d'âme? Pouvez-vous l'exiger des autres? Le même menuisier faisait remarquer qu'à trop voir la paille dans l'œil de son prochain, on négligeait de voir la poutre dans le sien. Nous nous sentons exclus, boudés par des collègues qui ne sont pas très solidaires devant les remontrances que nous adresse le patron, ou qui attendent patiemment et en silence notre départ vers de nouveaux défis. Ne sont-ce pas eux les traîtres? Avons-nous toujours été solidaires de nos collègues devant une autorité abusive? Avons-nous contribué positivement à un dialogue constructif? Ou avons-nous tenu la dragée haute? Ou pire, censuré nous-mêmes les propos de nos collègues, de nos étudiants, de nos interlocuteurs que nous ne trouvions pas assez éclairés? N'avons-nous jamais eu de jeunes dents longues à l'égard de collègues dont nous souhaitions la retraite? Par expérience, parfois triste, je dirais que la censure est rarement un sens unique. C'est parfois un ascenseur qui revient. Et plus nous aurons été un censeur constant des actes et des paroles, plus notre erreur, notre contravention aux règles ou aux attentes sera l'objet de censure. Molière nous l'a bien suggéré. Les tartuffes se font toujours prendre. Les misanthropes finissent toujours seuls. Si la situation est remédiable, je vous suggère de demander pardon en faisant preuve d'humilité. Vous avez minimalement commis une erreur ou déçu. Bienheureux les humbles. Si la situation est irrémédiable, changez d'emploi. Prenez votre retraite. Partez. Get a new life. Peu importe. Pour la suite des choses, je vous suggère de vous rappeler qu'être le traître de quelqu'un est le pire rôle qui soit, au moins sur le plan structural, et que censurer quelqu'un est lui attribuer ce rôle du traître. Autre qu'il faille éviter de faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas, ou plus qu'on nous fasse, je vous inviterai à méditer cet autre conseil du menuisier de Galilée. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Un personnage de Jésus de Montréal, le film de Denis Arcand, classerait les quelques conseils évoqués dans cette chronique parmi les 20 paroles qu'on pourrait faire remonter à Jésus de Nazareth. Je laisse à chacune et à chacun le soin de croire ou non que cet homme fut le Messie. Mais pour celles et ceux qui se sentent victimes de censure, il y a peut-être ici matière à introspection.